Eh ben, bonjour à tous. Merci de votre présence. Il y a encore quelques places, donc n'hésitez pas. On va démarrer cette dernière conférence qui est la réunion et la conférence de clôture de ces journées par le renforcement de la digitalisation et l'automatisation des processus de l'entreprise post-Covid. Parce que le post-Covid, évidemment, je pense que tout le monde a suivi le sujet. Ça a été l'occasion d'un rebond sur à la fois le télétravail, la digitalisation, l'organisation. On a vu beaucoup d'organisations déménager des serveurs, déménager des postes fixes pour essayer effectivement de régler des sujets, des problèmes, etc. Les problématiques de signature électronique aussi ont été vraiment posées. Et aujourd'hui, à marche forcée quelque part, hein, qu'est-ce qu'on fait? Comment on démarre? Alors, je suis Pierre Fuseau, donc directeur général de groupe Cerda Archimag, et je remplace Xavier Auconte qui, pour des raisons personnelles, n'a pas pu assister pour des raisons de santé. Voilà, donc désolé, il présente tout à fait ses excuses et j'essaierai effectivement d'être à niveau. Voilà. Alors, au niveau des intervenants. Les intervenants, donc c'est vraiment les acteurs, le cœur des acteurs au niveau du marché et au niveau des projets. Et je voulais vous présenter d'abord Fabien Doliveux, Thomas Descamps. Pour l'instant, c'est dans l'ordre. À mon avis, ça va se gâter après. Aurélien Codet de Bois. Ronan Bertel. Bonjour. Nasser Benkemis. Et Olivier Pic. Voilà. Merci à tout le monde. Alors, je voulais, en termes d'intervention, on va avoir 3 sujets. Le premier sujet, qui est un sujet, c'est le marché. Aujourd'hui, quel est l'état du marché? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment les acteurs jouent? Le deuxième sujet, c'est les projets. Quelles sont les bonnes pratiques? On va se centrer plutôt sur les bonnes pratiques que sur les mauvaises pratiques. Donc les bonnes pratiques pour mener les projets. Et pendant 10 minutes à la fin, ça va être et la vision, 2 mots sur la vision dans l'après, ce qu'on appelle l'après en fait. On va vers quoi? On oriente vers quoi? À court et surtout moyen terme en fait. Voilà. Donc sur le sujet, ce qu'on vous propose, c'est de réserver vos questions. Vous les mettez dans un petit coin et avant, dans les 10 dernières minutes, on se permettra effectivement de poser des questions à la salle et vous me poserez vos questions. Et si jamais ça dépasse et s'il y a d'autres questions, de toute façon, toutes les personnes présentes, les intervenants présents ont leurs différents stands qui seront tout à fait avec plaisir pour vous accueillir et continuer les discussions et les échanges. Hein, voilà. Alors, juste avant, je voulais juste partager avec vous 2-3 petits chiffres qui permettent déjà de poser, d'entreposer en fait différents éléments. Et d'abord, je me base sur plusieurs types de résultats. Les premiers résultats, c'est une enquête qu'on réalise chaque année dans le cadre d'un rapport sur la gouvernance de l'information. Et donc, ce qui est noté, c'est que 72% des sujets qui posent problème, ce sont des volumétries croissantes. Donc là, on a un sujet volumétrie, parce que bon, c'est souvent ce qu'on voit en premier, etc. Le deuxième, c'est 58% disent, eh bien, je perds du temps à rechercher des informations. Donc ça, c'est aussi un sujet, si on l'apporte l'information de manière automatique, peut-être que ça peut traiter différents sujets, mais là, on a un sujet de perte de temps. Et puis, pour 41%, mais je pense qu'après Covid, ça va vraiment augmenter de manière très très sérieuse. Là, c'est des chiffres juste avant Covid, en fait. Éparpillement des solutions. C'est-à-dire que pour traiter un sujet, j'ai non pas une solution, mais j'ai 2, 3, 4 solutions et je bascule de l'une à l'autre. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les répondants qui sont vraiment bien représentatifs. Alors, parlons projet maintenant, c'est-à-dire pour répondre à ces problématiques, que disent-ils? Ils disent que voilà les différents outils que j'ai équipés et que j'ai intégrés et que j'ai déployés. Alors, d'abord,
les plus fortes augmentations, c'est les GED, donc gestion électronique de documents, et l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un vrai sujet. En un an, ça a augmenté de 8%. Je pense que post-Covid, on va encore avoir 10 ou 15% probablement. Ensuite, en deuxième rideau, on a automatisation des processus. On va beaucoup en parler, de toute façon. Et les parapheurs, qui sont un peu le pendant de l'automatisation ou de pré-automatisation des processus. Derrière, on a en 35% un sujet qui est le digital workplace, sachant qu'on est très clairement au niveau des utilisateurs en attente de cas d'usage et de simplification des usages. Donc voilà, je voulais partager ces différents éléments et j'ouvre juste, avant d'arrêter, un petit zoom en fait sur le RPA, les attendus du RPA, donc de la robotisation. Cette robotisation, eh bien, pour 42%, quand on pose la question, les répondants, il y a 42% des répondants qui disent d'abord, ils attendent du RPA les éliminations des tâches ingrates. Donc tout ce qui n'est pas à valeur ajoutée, etc., c'est le sujet du RPA. Le deuxième sujet du RPA, 38%, donc je les ai mis dans l'ordre, hein, mais de toute façon, ils se tirent la bourre, comme on dit. Hein, voilà. Amélioration de la productivité. Bon, ça paraît évident, mais le premier, c'est les tâches ingrates. Le troisième, c'est réduction des taux d'erreur. Voilà, donc ça, c'est vraiment des points. L'automatisation permet de réduire des erreurs. On dit toujours les erreurs humaines, etc., mais pas nécessairement toujours de manière sécurisée. Et le quatrième point, on est en réduction des délais de traitement. Voilà, donc voilà les 4 points attendus en termes de robotisation. Voilà, je m'arrête là, de façon à pas dépasser effectivement le temps. Et tout de suite, donc premier sujet, on est sur le sujet, donc le marché, quoi, qu'est-ce, extant, orientation. Et donc, je voudrais appeler Ronan. Oui, bonjour. Ronan, oui. Donc je suis Ronan Bertel, oui, je suis président de la société qui édite la solution Damas, qui est une solution... Oui. Oui, moi j'appelais Ronan qui était plutôt sur le marché en fait. Hein. Parce qu'il n'était pas là, Ronan. Démarre. Pardon. Oui, pardon, autant pour moi. Ok. Donc une solution de plateforme SaaS de workflow. Donc on est dans le monde de l'automation de processus. Le marché aujourd'hui de la numérisation des entreprises est à mon sens composé de grandes familles de solutions. Ce qu'on entendait tout à l'heure dans l'étude, il y a des solutions très verticales. Vous pouvez voir sur le salon des éditeurs qui vont proposer des solutions pour gérer des sujets extrêmement spécifiques, la gestion des factures fournisseurs, etc., etc. Donc on a des choses très très verticales, très pointues, avec l'inconvénient qu'on entendait tout à l'heure, c'est la multiplication des outils pour gérer l'ensemble de ce qu'on doit gérer dans une entreprise. Ensuite, on a des solutions plus intégrées qui vont adresser beaucoup plus de sujets, les ERP, les CRM qui peuvent avoir des fonctions relativement larges en entreprise. Et ensuite, on va avoir des choses beaucoup plus transversales et horizontales qui vont permettre d'adresser un certain nombre de fonctions dans les entreprises. Dans la numérisation, il y a beaucoup de sujets qui sont à la mode et de plus en plus à la mode, hein, la dématérialisation. Alors effectivement, dans le contexte du Covid, ça prend encore beaucoup plus de sens. Ça permet la mobilité, le traitement un peu partout. Il n'y a plus besoin d'être forcément à son poste de travail. Et ceci est favorisé par l'émergence de toutes les solutions en mode SaaS, en cloud, qui là aussi permettent de s'extraire du système d'information ou de se désensibiliser du système d'information et de la localisation dans les murs de l'entreprise. Donc tout ça aussi prend une sensibilité assez forte en ce moment. Sur les sujets robotisation, le RPA, à mon avis, est plutôt une solution tactique que stratégique.
Et c'est plutôt fait pour pallier la difficulté à faire communiquer des systèmes d'information anciens avec des systèmes d'information plus ouverts récents. Et plutôt que de refondre complètement un système d'information qui coûte extrêmement cher et qui est extrêmement lourd, on va mettre des robots entre ces anciens systèmes et les systèmes plus ouverts actuels. Et voilà, moi j'ai l'impression que c'est plutôt une solution tactique pour le temps de refondre des systèmes d'information communicants et qui vont permettre. C'est pas non plus. Enfin, ça reste assez fragile, hein, les robots, puisque ça supporte assez mal les changements dans le système source ou dans le système cible. Donc à mon avis, c'est plus tactique que stratégique. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui arrive en force dans les entreprises, dans certains cœurs de métier. Là, on est vraiment sur des problématiques à traiter qui sont des problématiques fortes de l'entreprise, au cœur de l'entreprise, et qui vont nécessiter d'interroger des bases de données importantes, en déduire des comportements ou des réponses standards ou la réponse la plus appropriée. Et donc, je pense qu'il y a c'est quelque chose là cette fois-ci d'extrêmement stratégique et qui a beaucoup d'avenir, mais ça reste sur des cœurs de métier avec des investissements très lourds. Donc c'est pas à la portée, c'est souvent des projets à long terme qui vont apporter beaucoup de valeur ajoutée, mais dans le long terme avec des investissements assez lourds. Et puis, je voulais moi finir par présenter en fait ce qu'on représente, c'est-à-dire des solutions beaucoup plus transversales, beaucoup plus agiles, qui vont être des solutions un peu intermédiaires entre le tactique et le stratégique, et qui vont permettre d'apporter beaucoup de réponses dans les entreprises pour adresser beaucoup de problèmes qui aujourd'hui sont traités manuellement avec des feuilles Excel, avec l'envoi de mails, etc. Et donc ce sont des solutions très agiles, très souples, très faciles à mettre en place, très faciles à faire évoluer, qui vont adresser un certain nombre de projets qui nécessitent d'être fiabilisés, qui nécessitent d'être plus en conformité avec la réglementation, qui nécessitent d'être mieux maîtrisés par la direction de l'entreprise. Et donc c'est ce type de solution qui peut aussi être je dirais le lien entre l'ensemble, le reste de l'écosystème. Et ces solutions, quand elles se déclinent en mode SaaS et sur le cloud, apportent des solutions aujourd'hui aux problématiques liées au Covid, aux crises sanitaires, donc permettent la mobilité et aussi vont désensibiliser les process à l'absence d'une personne qui était une personne critique au sein d'un process. Si on a outillé ces processus-là, ça va permettre de désensibiliser et d'avoir quelqu'un qui va pouvoir remplacer une personne au pied levé. Voilà ce que je pouvais vous dire de ma vision du très marché bien, merci beaucoup. Donc voilà, cette fois Ronan. Mon tour de prendre la parole. Thomas. Voilà, je faisais la confusion, mais je vais y arriver. Pardon. Merci de passer la parole. Bonjour à tous. Thomas Decamp, donc de la société Proactis. Proactis, nous sommes éditeurs intégrateurs d'une suite complète d'optimisation de la dépense en mode SaaS. Ça veut dire qu'on va répondre aussi à des enjeux, des besoins de processus métiers dans l'entreprise. On représente ici plus ou moins tous différentes technologies, différentes approches. C'est très intéressant, je pense, d'avoir des cas, des retours d'expérience très différents, ce qui fait la richesse des participants sur cette scène. Merci, je suis très content d'être avec vous. Je suis un peu le seul représentant en mode SaaS, je crois, sur une solution métier, où il y a d'autres solutions. Voilà, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est déjà faire un constat sur ce qui était déjà le cas avant la crise et aujourd'hui pendant la crise. Tout ce qui a été dit avant sur l'optimisation, les résultats qu'on peut obtenir de la digitalisation, c'était déjà connu. Je pense que les entreprises étaient déjà conscientes de ça.
effectivement, et avait plus ou moins le projet, selon le niveau de maturité, d'aller vers ces projets de digitalisation et d'en obtenir évidemment tout ce qu'il y a de vertueux là-dedans. C'est tout ce qui a été évoqué, ce qui sera évoqué après. Et après, on a traversé une crise qui est unique, peut-être dans l'histoire de l'humanité, où voilà, on a figé pendant un certain temps le monde. Et quelque part, pour la première fois, les individus se sont retrouvés dans une situation complètement inédite et bloqués dans leur activité au quotidien, en entreprise. Et c'est là où, quelque part, les arguments qu'on ne mettait pas spécialement en avant par rapport à ces solutions de digitalisation, qui étaient presque induits, voilà, ça fait partie de l'offre du SaaS, c'est avoir accès à distance à une solution via le web, en sécurité, à de l'information partagée avec des rôles et responsabilités, des processus normés. C'est devenu presque l'argument principal. On a besoin de ne pas avoir de rupture dans notre organisation. On doit pouvoir permettre aux personnes dans l'entreprise de continuer de travailler. Il ne faut pas mettre à risque nos fournisseurs. Il faut avoir mis en place des échanges informatisés entre le client, le fournisseur. C'est devenu presque une évidence. Donc il y avait déjà une tendance, ça c'est peut-être le retour que je peux vous donner, avant cette crise, de la démocratisation, notamment des solutions, en tout cas je parle d'expérience sur la partie achat-finance, sur cette conciliation des enjeux achat et finance, une prise de conscience de la part des ETI et des PME qui n'étaient pas encore équipés ou qui étaient qui pouvaient encore avoir des marges de progression, d'aller dans ces projets de transformation digitale. Voilà. Et c'est devenu une évidence à partir du moment où on est rentré dans cette crise. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de retours d'entreprises. Il faut savoir qu'il y a quand même 50% des entreprises en France qui ne sont pas spécialement équipées d'outils digitaux ou qui utilisent Excel, le téléphone, mais pas spécialement des systèmes de type ERP ou IHA ou autre suite, qui sont des primo-accédants, si je peux employer ce terme, et qui ont maintenant ce besoin, non pas pour aller chercher ce qui normalement est l'objectif premier, c'est-à-dire du gain, de la performance, mais tout simplement la continuité, c'est-à-dire la survie. Là, c'est différent. Alors évidemment, on ne va pas être les moins bien logés pour ça, parce qu'on a des réponses à apporter. Tant mieux, si on peut servir à ça, c'est très bien. Ça va nous permettre peut-être de faire aussi de la croissance. Bon, j'aurais préféré faire de la croissance autrement. Mais voilà, c'est un fait. Donc aujourd'hui, on se rend compte effectivement, la tendance du marché, c'est quoi? C'est en fait toutes les sociétés, jusqu'à une taille critique, parce que la TPE ou vraiment l'artisan est peut-être moins concerné, mais il y aura certainement à terme des solutions qui s'adresseront à eux. Mais en tout cas, les PME, les ETI, les grands comptes digitaliseront de plus en plus leurs processus, pour des raisons d'optimisation et d'autres pour tout simplement des raisons de survie. C'est essentiel. S'il fallait de nouveau retomber dans une période de confinement, et même sans ça, il faut avoir la possibilité de partager de l'information, il faut avoir la possibilité de ne pas rompre la chaîne. Et dans notre domaine d'activité, il y a le fournisseur bien sûr qui est impliqué. En cascade, les effets peuvent être désastreux. On peut arriver à une rupture de chaîne de production par exemple. Déjà arrêter une chaîne de production, ça coûte cher. La redémarrer, ça coûte cher. Donc voilà, il vaut mieux effectivement mettre en place les solutions le plus vite possible. Il y a aussi bien sûr des enjeux, on y reviendra, de conformité qui obligent aussi la digitalisation. Voilà. L'État met évidemment son grain de sel là-dedans et ça permet aussi d'aller vers ces tendances d'équipement, de digitalisation qui se globalisent. Merci beaucoup Thomas. Aurélien? Oui, donc, merci. C'est bon? Ouais. Ouais. Donc moi je suis Aurélien Codet-de-Boisse, fondateur et dirigeant de la société Iterop, société d'édition d'un logiciel de gestion de workflow en SaaS. Donc on parle aussi pas mal de digitalisation des processus métiers. Et sur le marché, moi ce que j'ai pu voir et notamment concernant l'analyse des personnes qui voulaient s'équiper d'un logiciel tel que le nôtre, on vend tous les trois à peu près la même chose, donc j'espère qu'on a à peu près la même idée. Il y a longtemps, quand on avait encore le droit de se parler sans masque, ce qui était important pour les entreprises, c'était de gagner de l'argent en mettant en place une solution de dématérialisation, une solution de gestion de processus.
Donc on calculait des retours sur investissement. On disait ok, si j'achète ça, ça va me faire gagner combien de TP, combien de temps ça va mettre on va mettre à mettre en place la solution, quels vont être les avantages, etc. C'était plutôt logique. Moi, ce que j'ai vu là ces 2-3 derniers mois, c'est est-ce que si je digitalise mes processus, si je dématérialise mes workflows, est-ce que ça va me permettre d'assurer une continuité d'activité si on se retrouve à nouveau dans un confinement ou dans une crise telle qu'on est en train de la vivre? Et moi, je trouve qu'il y a une énorme différence là-dessus. On ne cherche plus forcément à gagner de l'argent. On cherche déjà à éviter d'en perdre si on se retrouve dans une crise comme on a pu avoir et comme ça risque de continuer un peu de temps. Et là, il y a eu vraiment pour nous, éditeurs SaaS en effet, et pour toutes ces personnes qui digitalisent les processus, qui dématérialisent, une vraie, c'est un peu triste à dire, mais une vraie opportunité parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dans le schéma. Vous connaissez sans doute tous ce schéma, on la voit cette image, où il y a des personnes qui poussent une charrette avec des roues carrées. Et il y a quelqu'un qui leur propose des roues rondes et ils disent non, on n'a pas le temps, pour tes trucs, on va continuer à pousser parce qu'on est charrette. Voilà. Mais là en fait on est arrivé avec le Covid, avec le confinement, avec ce temps un peu bizarre qu'on a eu, à dire ok, on a le temps, on peut réfléchir et on peut changer les roues carrées en roues rondes et repartir et être prêt à attaquer un peu le post-Covid, même si bon, on verra de quoi sera fait le post-Covid, mais voilà. Et il y a vraiment eu cette différence. Alors moi je parle du marché que je connais, qui est la digitalisation de processus, mais plus globalement, toutes les applications SaaS, tout ce qui était en ligne et qui était pour la dématérialisation, c'est vrai pour les parapheurs, c'est vrai pour tout ce qui est RPA, c'est vrai pour pas mal de choses, ont eu en fait cette différence de regard. C'est-à-dire que maintenant on ne va pas forcément chercher à gagner de l'argent, mais plutôt à ne pas en perdre. Et c'est un peu plus intéressant parce que supprimer des ETP, c'est pas toujours très drôle. En conserver, c'est un peu plus sympa. C'est la vision que j'ai, nous, pour l'instant, de notre marché. Ok. Ben, merci beaucoup. Donc, ce qu'on retient, c'est à la fois l'orientation vers le SaaS. On n'est plus sur du on-prem, on est vraiment sur de l'offre de services. La démocratisation, ça, je pense que c'est vraiment un fait absolument réel. Avant, c'était l'apanage de très grosses structures. C'est encore l'apanage de grosses structures. Mais vraiment, la PME, j'en témoigne, par exemple, Serdar Archimag, on est une trentaine de salariés. Une trentaine de salariés, on a vraiment besoin du RPA pour les flux de factures, les dépôts sur Chorus, etc. etc. Et donc, on est sur le sujet, en fait. Donc, je peux témoigner en fait de cette démocratisation. Et puis de manière tout à fait claire, si on le fait pas, on n'est pas payé. Donc c'est aussi simple que ça. Si par exemple on travaille pas avec Chorus, on a un sujet et du coup ça devient une obligation. Donc ça vraiment sur le marché, je pense qu'il commence à bien se dessiner. Et merci beaucoup de ces témoignages. Et en revanche, des tels projets. Franchement, il y a des sujets de changement. C'est-à-dire la résistance au changement, on dit toujours, on résiste au changement. En France, c'est les râleurs et tout. Mais en fait, c'est des vrais enjeux. Et que ça soit une très grosse structure ou une toute petite structure, que ça soit 10 personnes ou 10 000 personnes, c'est le même sujet, c'est le même rythme, c'est le même problème, c'est les mêmes questions en fait. C'est-à-dire le pilotage de changement. Et là, je voulais juste, parce que c'est quelque chose de violent, on a des pratiques papier et des pratiques électroniques, c'est quelque chose de violent et qui doit être nécessairement rapide. Cette rapidité, cette violence, comment la gérer, comment ça marche? Et donc, je voulais ouvrir ce deuxième chapitre en fait de cette conférence, qui est le chapitre du projet. Et du coup, demander à Fabien de pouvoir intervenir. Voilà. Bonjour à tous, donc je suis Fabien Doliveux, je suis directeur des opérations d'une société qui s'appelle Partitio. Donc, on est intégrateur de logiciels de gestion documentaire et de workflow et de RPA. Donc ce que je peux vous dire sur les projets, c'est que ce qu'on préconise généralement en lien avec le changement, sur une entreprise qui se lance sur des premiers projets de digitalisation, dématérialisation, tous les mots qu'on peut mettre derrière, c'est déjà de prendre un peu le temps de réfléchir sur où est-ce qu'ils veulent aller et pas sauter sur le premier, sur le premier besoin, prendre une solution qui sera peut-être pas la bonne, etc. Donc généralement, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de se faire une roadmap
un peu de leur digitalisation, de voir un peu les différents segments de l'entreprise qui vont avoir envie de dématérialiser, sur lesquels ils ont envie de travailler. Communiquer cette roadmap en fait à toute l'entreprise, en se donnant le droit de se planter, qu'elle soit pas bonne, et d'expliquer ça, de dire que voilà, c'est un nouveau pas pour chaque personne dans l'entreprise, que demain, quand on aura fait 1, 2, 3 projets avec ces outils-là, on aura une vision plus claire, donc peut-être qu'on va affiner notre roadmap aussi. Donc ça, c'est une première chose, donc avoir une vision un peu sur le futur, sur notre futur à l'instant présent, si je puis dire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'identifier un premier projet, donc qui soit ce qu'on appelle le projet Quick Win, donc c'est-à-dire un projet qui soit assez visible, qui nous enlève une bonne épine du pied, et pour autant qui ne soit pas ultra complexe, parce que si c'est le premier projet qu'on lance et qui prend 5-6 mois de retard, en termes d'adoption au changement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à choisir ce projet-là, de se faire accompagner, d'être sûr d'avoir des solutions qui nous portent aujourd'hui pour ce premier projet qui n'est pas super compliqué, mais aussi d'avoir des partenaires pour nous accompagner sur la suite qui risque d'être un petit peu plus cossue parfois. Donc voilà, donc ça c'est une première étape qui est en lien avec le changement. De commencer à creuser ensuite son besoin en interne. Donc généralement on conseille à nos clients de monter une équipe, donc une équipe projet, et de ne pas sous-estimer le temps que chacun va devoir passer, parce qu'on est quand même tous sur des solutions qui sont quand même très structurantes pour les entreprises. Donc c'est important de bien prendre le temps de faire son choix et de bien prendre le temps de réfléchir. Donc une équipe projet type pour un client, généralement, c'est un sponsor fort. C'est généralement la direction qui va porter le changement, qui va communiquer sur les pourquoi, les comment, la roadmap, et pourquoi on doit faire ça pour que l'entreprise évolue puisse même des fois continuer à survivre. Des experts métiers, donc là qui sont vraiment des gens qui vont bien connaître le métier pour être sûr que l'outil soit en adéquation, ou qu'on puisse adapter l'outil en fonction des besoins métiers. Aussi des gens qui peuvent prendre des décisions, des décideurs métiers qui soient vraiment impliqués dans le projet. Donc travailler aussi sur les circuits de décision pour être capable de ne pas retarder les projets sur des phrases du type on vient vers vous dans 3 semaines, le temps de se décider en interne. Donc c'est bien vraiment d'avoir des gens qui soient vraiment qui peuvent prendre des décisions qui soient vraiment au cœur du projet. Après, des utilisateurs, des panels d'utilisateurs qui pourront être dans la solution. Un chef de projet interne, donc là c'est clairement une personne qui va devoir passer beaucoup de temps. Donc il ne faut vraiment pas prévoir que cette personne-là, elle continue de faire son métier à temps plein comme avant. Donc c'est bien de prendre des dispositions pour aider cette personne-là, parce qu'elle va apprendre beaucoup de choses. C'est souvent des nouvelles choses qu'elle va apprendre, un secteur qui lui est pas forcément familier, et ça va vraiment être le lien entre vos intervenants, vos intégrateurs ou éditeurs et le métier. Donc ça, voilà. Et après toutes les équipes IT, alors en fonction des logiciels avec lesquels peut-être votre solution de digitalisation va s'interfacer, d'avoir des experts métiers qui vont pouvoir aider, des experts sur les solutions, des experts en infrastructure, et toute la partie IT bien entendu que j'avais oublié, mais qui est importante. Voilà pour la partie changement. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les phases d'un projet, mais je pense que déjà, si on a ce socle-là et qu'on a vraiment une communication, un plan de com qui est travaillé au travers de toutes les étapes du projet, et qu'en fait, le sens du projet, ce qui est le plus important, est partagé par les équipes, en fait, peu importe, parce que c'est sûr il y aura des erreurs dans le projet, des choses qui seront un petit peu décalées, mais si le sens est partagé, qu'il y a une vraie transparence, généralement, on a des gens qui sont moteurs et qui ont plein de bonnes idées. Et généralement, c'est toujours mieux de demander aux gens qui font comment ils le font et de leur poser les questions, que dans des très grosses entreprises, des fois, de voir 4-5 strates de personnes décider parfois pour un métier qu'ils ne font pas ou qu'elles ne connaissent pas. Donc prendre le temps. Merci beaucoup. Derrière, on rebondit sur les retours d'expérience, les témoignages, les grands témoins. Donc, on a 2 grands témoins qui vont effectivement pouvoir intervenir. Nasser. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais commencer par me présenter. Nasser Benkemis. Donc, moi, je suis responsable des équipes organisation et informatique d'une des entités du groupe Crédit Agricole. Donc, vous connaissez le groupe Crédit Agricole, qui a pour mission d'agir dans l'intérêt de ses clients et de la société. Et donc, moi, je représente aujourd'hui le Crédit Agricole d'Île-de-France, qui est une des 39 caisses régionales de notre groupe.
J'ai la chance d'être client, consommateur, et donc je vais vous parler de notre retour d'expérience sur l'usage et l'adoption d'un certain nombre de solutions d'automatisation, de robotisation, de processus. Et dans notre écosystème, on est client de Iterop, mais aussi de Damas. Et je ferai une petite aparté particulière par rapport à Damas pour vous raconter comment on l'utilise dans notre quotidien. Moi, je voulais déjà partager avec vous deux éléments de conviction par rapport à ces sujets d'automatisation et de processus. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur les enjeux, je ne vais pas revenir sur le contexte du Covid et sur l'accélération de la digitalisation. Pour moi, un élément important par rapport justement à l'ensemble des sujets qu'on vient de traiter, en tout cas notre retour d'expérience, pour commencer par la fin de l'histoire, c'est qu'il y a deux facteurs clés de succès pour arriver à implémenter ces solutions. Il y en a plein d'autres, mais pour moi, c'est vraiment les plus importants. Le premier, d'ailleurs, il a été cité tout à l'heure, c'est le sponsoring. Donc, si vous voulez réussir à implémenter ces solutions, allez chercher le sponsor, allez chercher quelqu'un qui croit en ces solutions et qui va vous donner les moyens, qui va vous donner les leviers, qui va avoir l'influence qui va bien pour vous aider à mettre en œuvre ces solutions qui vont créer la valeur attendue. Ça, c'est pour moi le premier point. Le deuxième, qui est vachement important aussi, c'est l'adoption. Un outil, à mon sens, quel qu'il soit, qui apporte de la valeur, il doit être utile, utilisable et utilisé. Et donc pour ça, vous avez, je pense, besoin, le devoir de vous assurer le plus en amont possible de la bonne adoption de la solution. Sinon, vous avez fait un coup d'épée dans l'eau. Voilà ce que je voulais partager d'abord comme conviction. Alors ensuite, comme tous les établissements financiers, on utilise pléthore de solutions pour accompagner l'automatisation et l'amélioration de nos processus dans deux logiques, une logique de satisfaction client et une logique d'efficacité opérationnelle. Donc on a déployé depuis quelque temps des RPA, des outils de workflow, de la GED, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et donc les solutions ont des niveaux de maturité plus ou moins différents. Sur les RPA et les workflows, je pense qu'on a des niveaux de maturité aujourd'hui assez intéressants. Et si je prends l'exemple donc de ce qu'on a connu en termes d'expérience avec notamment la solution Damas, je dirais que les deux éléments de force de la solution, c'est la flexibilité et puis le deuxième, c'est la facilité d'appropriation par les utilisateurs. En tout cas, moi, ce que j'apprécie particulièrement dans cette solution, c'est son côté, entre guillemets, no-code ou low-code. En d'autres termes, c'est une solution que vous pouvez mettre à la main d'utilisateurs qui ne sont pas forcément des informaticiens, des développeurs. Et au grand malheur des DSI, donc je fais partie de ce monde, c'est des solutions donc, qui développent ce qu'on appelle le shadow IT, mais au grand bonheur des organisations, ce sont des solutions qui font bouger les lignes et qui permettent d'aller très rapidement sur l'automatisation, la sécurisation, la mise en place de pistes d'audit, tous les enjeux dont on a parlé tout à l'heure, et qui donc contribuent à l'efficacité, la productivité et à la sécurisation des processus des entreprises. Voilà ce que je peux partager avec vous comme retour d'expérience, et notamment en particulier sur l'appropriation et le déploiement de la solution Damas. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a déployé en l'espace de 2 ans, 3 ans, une soixantaine de processus autour de la solution. J'avais juste une petite question sur, parmi les 60 déploiements, peut-être en citer 2, 3 qui sont peut-être emblématiques ou de type quick win, hein, pour reprendre l'expression. Alors, je prends mon anti-sèche. J'ai la liste là. Donc la liste.
Et donc, et je rebondis encore par rapport à ça, c'est-à-dire, j'entends 60, donc ça veut dire 60 projets, micro-projets au regard du macro-projet, mais ça veut dire aussi, et je rebondis sur la première intervention, qui était quelque part la roadmap, c'est-à-dire quelque part un schéma directeur de dématérialisation ou de RPA ou d'automatisation, en fait. Bien sûr. Parce que 60, pour moi, c'est même pas un projet, c'est un programme. Oui, alors, avant d'enclencher les processus et nos travaux d'automatisation, on a fait un exercice de cartographie de nos processus. On a regardé l'entreprise dans une logique chaîne de valeur, avec justement l'idée de pouvoir avoir une idée claire et partagée de l'ensemble des activités prises de bout en bout, avec un regard et une obsession unique, c'est le client, la satisfaction du client. Donc il y a eu tout un travail de mise à plat et d'embarquement de l'ensemble des directions de notre entreprise, avec un exercice au départ assez compliqué qui consiste à faire tomber les silos, à faire en sorte que les gens se parlent, partagent et se mettent d'accord sur une vision commune en termes de chaîne de valeur. À partir de là, on a aussi fait un petit travail d'exercice sur l'analyse de la valeur, où on s'est dit finalement nos processus métiers, quels sont ceux qui sont les plus importants. Donc on les a priorisés et sur donc des critères qu'on a définis autour de 2 axes, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, satisfaction client, efficacité opérationnelle, avec des sous-ensembles. On les a scorés et on a sorti une dizaine de macro-processus. Et puis dans le monde de la banque, il n'y a pas de secret. La banque et l'assurance, les gros process, c'est l'entrée en relation, c'est les crédits, c'est l'assurance des emprunteurs dans le cadre des crédits, c'est l'assurance IARD, c'est par exemple sur les professionnels, tout ce qu'on appelle les échanges de données informatiques, les process EDI. Donc ceux-ci sont ressortis, on va dire, au niveau de la crème de la crème. On les a creusés dans des logiques de diagnostic et on a identifié des points de douleur, des irritants, des trous dans la raquette. Et c'est donc sur ces points de douleur et trous dans la raquette qu'on a agi en mettant en œuvre des mécaniques d'automatisation type workflow, Damas, quand c'était des choses assez rapides et simples à faire. Pour vous donner un ordre de grandeur, une automatisation de workflow Damas chez nous, c'est entre 3 et 5 jours de développement. Donc c'est assez rapide et ça se déploie quasiment instantanément. Il y a d'autres sujets qui ont nécessité plus de temps, où on a implémenté des RPA avec des solutions marché comme UiPath par exemple, où là on a mis plutôt des temps de conception et de mise en œuvre qui ont varié de 12 à 20 semaines. Et puis vous avez encore d'autres projets qui sont encore plus importants. Quand vous travaillez sur des travaux de GED avec des gros mastodontes, là ça peut prendre 18, 24, 36 mois, etc. etc. Alors j'ai oublié la question, du coup je me suis perdu dans mon explication. Est-ce que vous pouvez redire la question? Non, mais je pense que là vous avez couvert. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Si, après on aura les questions avec la salle, évidemment. Mais merci pour ce retour d'expérience et ce programme. Et oui, il y a eu les réponses sur les différents processus, les processus majeurs, mineurs, etc. Enfin, ça me va bien. J'espère que ça va à tout le monde. Et donc, dernier retour d'expérience, donc Olivier, si voilà, on peut démarrer avec ça. Bonjour, donc moi je suis Olivier Pic, je suis intégrateur ITEROP chez Auchan Retail France. Donc nous, ça fait 2 ans qu'on a ITEROP, un peu plus de 2 ans maintenant, donc qui est arrivé tout d'abord en comptabilité, afin de gérer la dématérialisation des pièces comptables entre les hypermarchés et la comptabilité Auchan, qui a été réunie en CSP à Lille. Donc ITEROP est arrivé comme ça. Donc ça fait 2 ans qu'on développe beaucoup de projets. On est aussi à peu près à 60-70 projets aujourd'hui sous ITEROP. Moi, ce que je retiens vraiment aujourd'hui des projets, c'est qu'il faut absolument... J'incite énormément les gens à diviser leur processus en petits lots afin de pouvoir faire des quick wins, de développer rapidement, de mettre en production rapidement. Ça permet de faciliter la conduite du changement, ça permet d'aider l'utilisateur à évoluer, ça permet aussi de lui apporter des solutions rapidement.
On travaille aussi en parallèle avec le RPA. Donc là aussi, je rejoins un peu ce qui était dit. C'était voilà, le RPA nous permet de faire communiquer des logiciels ou des applications assez rapidement, sans devoir développer des API, sans devoir développer des flux. Même si ça reste très souvent provisoire, on essaye que ça le soit. Voilà. Donc on se rend compte que tous les gros projets qu'on n'a pas développés en petits lots, c'est beaucoup plus compliqué, la mise en production est un peu plus dure. Et donc ces petits lots nous permettent aussi de revenir en arrière, de revenir sur des erreurs, de revenir sur des changements de processus. Le métier pensait que c'est ce qu'il voulait et au final ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, c'est un des gros axes que j'essaie de pousser, en tout cas au champ. L'une des autres choses qu'on a fait dès le début, c'est aussi de ne pas attribuer de tâches à des personnes physiques, mais toujours à des groupes de personnes. Et ce qui a permis justement pendant la crise qu'on vient de vivre, qu'on n'a jamais eu d'arrêt d'activité. Voilà, tous les processus ont tourné normalement pendant la crise, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui avait la tâche. On a aussi sous Iterop la possibilité de déléguer des comptes quand les gens sont malades ou en congé. Donc ça, c'était vraiment bien. C'est vraiment bien, donc ça a très bien fonctionné pendant la crise. Ok. Bien, merci beaucoup. Ce qu'on peut peut-être retenir, c'est que il y a un vrai travail en fait, à la fois de préparation à partir du moment où on a un outil qui est relativement fluent, facile, ça peut aller vite, mais le travail amont, il n'est pas à sous-estimer. Hein, moi, c'est ce que je retiens effectivement des différents projets. C'est pas des projets que tiens, j'ai une idée, je fais, c'est bon, ça marche, c'est adopté. Donc, du coup, la notion de schéma directeur, c'est-à-dire de hiérarchisation, de priorisation, de regarder les différents programmes et les sous-programmes et les sous-projets, etc. Ça, c'est un sujet à faire. Et à l'expérience, c'est pas des sujets très très faciles à faire en amont. Donc ça, c'est vraiment un point. Et moi, ce que j'ai entendu aussi, en partageant avec vous, c'est qu'il y avait besoin d'une équipe pluridisciplinaire qui soit métier, utilisateur, SI, etc. Et cette équipe, c'est pas des équipes qui sont toi tu fais ton boulot et puis en plus tu vas être chef de projet en fait. Non, tu fais ton boulot et tu fais chef de projet, donc ok, tu es à mi-temps, tu es à 3/4 de temps, tu es à quart de temps, mais c'est calibré, c'est planifié, etc. Et c'est de la RH en fait. Donc il y a des composantes RH qu'il faut effectivement, dans ce que j'entends, effectivement de manière à bien signaler. Voilà, et la notion d'adoption qui a été prononcé plusieurs fois et accompagnement au changement, ça c'est vraiment un point qui est vraiment significatif. Et là, là encore, il y a quelque part de la RH aussi, hein, quelque part, qu'il faut effectivement réintroduire. Hein. Donc voilà, merci beaucoup pour ces retours d'expérience, donc projets, qui sont, en témoignant à la fois fluents dès lors qu'on les prépare et qu'on les accompagne en fait, hein, quelque part. Alors, du coup, le troisième exercice, le dernier exercice, ça c'est pas nécessairement l'exercice le plus facile, c'est et l'après. Et l'après en 2 mots ou en 2 phrases, qu'est-ce que ça serait pour vous? Voilà. Donc du coup, qui commence? Allez. Oui, je prends la parole parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui sont très très intéressantes et j'ai des choses à dire, donc il faut que je les dise. Déjà, effectivement, je suis d'accord avec l'idée du projet de l'organisation, mais toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre de faire ça. Déjà, faire un constat, c'est déjà très compliqué. Certainement que ces entreprises ont besoin d'aide. Effectivement, là, ça va s'organiser. Il y a des conseils, des gens qui vont pouvoir leur apporter une aide, mais à la hauteur de leurs moyens, pour pouvoir constater déjà. Comment je peux faire? Où est mon pain point? Qu'est-ce que je peux digitaliser? Digitaliser, ce n'est pas un projet informatique. Si c'est un projet informatique, il faut avoir des ressources informatiques. Elles n'ont pas toutes des ressources informatiques. Digitaliser, ça doit être simple. J'ai entendu simple. C'est un très bon mot. Digital égale simplicité. Mais on ne peut pas demander à une entreprise d'investir énormément de ressources, des moyens humains, etc. Il faut qu'elle soit accompagnée.
c'est aussi la responsabilité de l'éditeur qui arrive avec une proposition forte, avec des processus normés qui doivent être mis en place facilement. Une plateforme SaaS qui gère, c'est mon domaine donc j'en parle, mais le source to pay, il faut quelques heures pour l'ouvrir. Voilà, elle est disponible tout de suite. On est dessus et après on commence à travailler. Il y a un petit projet en mode agile pour commencer à charger les master data, à mettre en place des processus parce que tout le monde n'achète pas la même chose, les métiers ne sont pas les mêmes, les tas d'entreprises ne sont pas les mêmes. Mais effectivement, là, c'est ça en fait l'après. Voilà. L'après, c'est qu'il va falloir penser aussi à ces gens-là. Il y a les grandes entreprises qui sont capables effectivement de mener des projets et d'optimiser et de faire effectivement des programmes. Et on peut s'en inspirer parce qu'évidemment, c'est l'histoire de l'informatique. Hein. On a toujours commencé par équiper les plus gros et puis ensuite on descend sur le mid-market ou les ETI, les PME. Mais à un moment donné, il faut que ce soit simple, rapide, que ça leur permette de survivre. C'est quoi mes conversations au quotidien ? Et je vous avoue que juste ça. Dans mes conversations au quotidien, c'est quoi ? Je commence par des gens qui me disent au téléphone on se sépare d'un tiers de notre effectif. Ou la moitié. Ça commence par ça. Je vous assure, c'est vrai. Tous les jours, j'ai que ça au téléphone. Des gens qui disent, je me mets un peu en colère, je vais me calmer. Mais parce que c'est vrai que c'est un peu agaçant d'entendre ça, parce que c'est triste à cause de cette crise. Voilà, c'est des gens qui perdent leur emploi. Il y a Bridgestone, ok, c'est la figure de proue, mais il y a plein d'entreprises, des ETI, des PME aujourd'hui, c'est de plein fouet qui prennent la crise. Et il y a, à part un contre-exemple qui m'a dit on gèle tous les budgets, tous les projets, on arrête tout, à part un, tous les autres c'est il va falloir faire la même chose, voire mieux, avec moins de monde. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Eh bien oui, il faut être en mesure de pouvoir leur répondre. Je pense qu'ici on est tous capables d'apporter des réponses, mais il faut le prendre en considération. Donc c'est ça en fait, le demain. Voilà, c'est tous ces éléments-là à prendre en considération. Il faut qu'on soit prêt aussi pour répondre à ça. Pardon. Le demain ? Sur le demain... Le demain. Ouais, c'est dur. Non, j'imagine pas mal plus de facilité en effet à mettre en place des solutions. Donc ça peut être sur des produits un peu sur étagère, sur des segments identifiés, des choses très rapides à mettre en place. Pareil, d'équiper des entreprises avec des outils qui soient moins complexes pour être capables, sur les flux qui sont vraiment très personnalisés pour les entreprises, de les aider à mettre en place leurs projets rapidement. Et surtout, je pense que le demain peut-être un peu plus loin, c'est une fois que chacun sera équipé, de pouvoir très facilement se connecter avec son écosystème, ses clients, ses fournisseurs, avec sans avoir besoin de monter des usines à gaz d'interconnexion et de pouvoir communiquer très simplement et se raccorder tous les uns avec les autres rapidement. Merci. Nous, demain, c'est continuer ce qu'on a commencé, continuer d'améliorer les processus déjà en place. Et comme je vous disais tout à l'heure, Iterop est rentré en comptabilité et aujourd'hui, sans avoir fait de pub, de promotion dans le champ, juste par le bouche à oreille des utilisateurs, on est à 5 services différents qui s'en servent sur des processus parfois très lourds, très, très, très longs, très complexes. Et donc voilà, c'est continuer à développer la solution dans l'entreprise et aider à la dématérialisation, à l'automatisation un maximum. Ok, super. Pour moi, l'avenir, il est fait de deux choses aussi. C'est l'interopérabilité. On en parlait tout à l'heure, Ronan le disait, le RPA, c'est ce qui permet à des vieilles machines d'arriver à communiquer avec des machines récentes. Pour moi, demain, alors j'ai rien contre les solutions de RPA, mais si on pouvait s'en séparer, ce serait aussi bien parce que ça voudrait dire qu'on peut tous communiquer les uns avec les autres. Et on a beau être concurrents, on a beau être sur des domaines qui sont les mêmes, ce serait bien qu'on puisse communiquer parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et le but du jeu, c'est de faire avancer nos clients, c'est pas d'avancer tout seul parce que si on avance tout seul, au bout d'un moment, on n'a plus de clients. Et la deuxième chose pour moi dans l'avenir aussi, c'est on travaille beaucoup à dématérialiser les processus. Ça prend beaucoup de temps, c'est des projets qui sont compliqués, qui changent un peu la vie des gens aussi, parce que dématérialiser un processus d'entreprise, ça peut faire un peu de mal. On en parlait de la RH, au niveau de la RH, se faire dématérialiser son métier, c'est rarement très drôle. Ce serait peut-être mettre un peu d'intelligence et d'humanisation dans la dématérialisation des processus, en analysant les impacts humains et les impacts sociétaux que ça peut avoir de dématérialiser un processus et d'expliquer à quelqu'un que son métier il était bien, mais que maintenant en fait on l'a remplacé par une machine. Et donc ce serait essayer de faire quelque chose d'un peu plus humain et social là-dessus. Social.
pour moi, l'avenir, c'est pas quelque chose de monolithique. Il y aura toujours des choses extrêmement divergentes qui composeront cet avenir au niveau de la technologie et de la numérisation. Je pense que cependant qu'il y a une place croissante et assez grande pour les outils agiles qui permettent, très évolutifs, qui permettent de s'adapter. Les organisations des entreprises bougent tous les jours, et donc avoir des outils qui permettent de s'adapter à ces changements d'organisation extrêmement rapidement, sans avoir besoin de refaire un projet à chaque fois, mais juste une évolution extrêmement rapide pour suivre l'évolution de l'organisation, c'est très important. Donc cette agilité, c'est aussi remettre le métier au cœur de ces outils. L'informatique classique, il y a vraiment des silos en termes d'organisation entre le métier, les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les développeurs. Tout à l'heure, Aurélien parlait de l'image de faire avancer la charrette avec les roues carrées. Il y en a une autre aussi qui est sympa, c'est ce que le métier voulait, ce que la maîtrise d'ouvrage a compris avec les balançoires, et en fait souvent on veut quelque chose de très simple, et on arrive à des choses très compliquées ou en tout cas extrêmement différentes du besoin. Et donc remettre le métier pour construire lui-même la réponse à son propre besoin, c'est quand même le mieux placé. Et donc si on peut enlever tous les intermédiaires entre le métier et sa solution, il aura forcément quelque chose de beaucoup plus adapté à son besoin. Et donc je pense aussi que c'est une tendance assez lourde qui va se dégager à l'avenir. Merci. Moi, en tant que client, demain, je rêve de souveraineté. Je rêve d'interopérabilité, ça a été dit, mais je le réaffirme, c'est vachement important, et de sécurité. Donc, pour la souveraineté, je rêve d'un monde digitalisé avec des players français. Donc, on en a la preuve là, ici, aujourd'hui. Je préfère travailler avec Iterop, Damas, plutôt qu'avec Microsoft. Donc, donc là, ça sent bon pour l'avenir. Pour l'interopérabilité, on en a parlé. Enfin, voilà, pour moi, c'est clair que le jour où les différentes solutions se parleront de façon standard avec ce qu'on appelle les API ou autre chose, ce sera beaucoup plus simple de construire un monde digitalisé en mode Lego. Et puis, le dernier point, la sécurité, enfin, c'est fondamental. C'est le nerf de la guerre. C'est donc être en pleine maîtrise dans nos métiers, dans nos business, de la connaissance de nos métiers, de nos data. Et donc pour moi, il est fondamental, dans un monde qui se SaaSifie ou qui se cloudifie, de pouvoir être toujours en pleine maîtrise de ces informations pour être toujours en pleine maîtrise de son business. Merci beaucoup. Je voulais mettre mon petit grain de sel aussi sur les sujets, et demain, je dirais qu'il faudrait rajouter, en plus de la réduction des silos, de la simplification, etc., qui sont tous absolument des vrais sujets, de la sécurité. Vous venez de la banque, donc c'est normal, logique. Je parlerai plutôt d'empreinte carbone, en fait, dans la mesure où, quand on parle développement durable et réduction de l'empreinte carbone, la dématérialisation, en même temps, on dit il y a moins de papier, donc on résout le problème. La réponse, elle est non. Non, on ne résout pas le problème parce qu'on enlève du papier, mais c'est parce que effectivement, on va se simplifier la vie. Au lieu d'avoir 3 clics, on n'en a plus que 2. Au lieu d'avoir une messagerie qui embarque des fichiers de 1 méga qui pèsent 30 grammes d'équivalent empreinte carbone, eh bien, tout ça, effectivement, il faut le rentrer en compte, en ligne de compte, de façon à le faire l'intégrer dans les projets, en fait. Donc ça, pour moi, c'est aussi quelque chose dans les 10 prochaines années, puisqu'on parle effectivement dans ce type de tranche, demain matin, mais aussi après-demain matin, mais aussi après-demain. Du coup, je pense que ce sujet est en train de s'inviter, et c'est un vrai sujet un peu central qui va innerver un petit peu tous les sujets, évidemment. Voilà, donc dans le schéma directeur, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même quelque part un schéma directeur de démat, un schéma directeur de digitalisation, de simplification, etc. Il y a ce sujet-là qui me semble intéressant aussi à intégrer.
Voilà, donc je voulais déjà pas encore vous remercier parce que le temps des questions est arrivé. Voilà, et donc je voulais vous donner la parole. Question. Est-ce que qui a une première question ou on peut passer directement à la seconde si vous voulez? Non, pas de questions. Tout était clair, net. Ok, écoutez, il nous reste à vous remercier pour votre présence, pour votre courage, pour même avec le mauvais temps. Le mauvais temps, le Covid, vous êtes des warriors, donc bravo. Merci à tout le monde.